Bonjour tout le monde, nous sommes dans le chapitre 6, donc en physique mécanique, on va aller faire tous les exercices donc, de défi. Fait que dans le fond, donc on va commencer donc, à la page 212, je me trouve à la page 212, les défis sont un petit peu plus compliqués, puis il y a des affaires aussi de circonférence qui n'étaient pas évidentes. Donc en A, donc numéro 1, vous pouvez effectuer un saut, un insecte de 3 grammes, fait que 3 grammes, donc c'est la masse, pousse sur le sol à l'aide de ses pattes arrière tout en les dépliant donc rapidement, blabla. Il exerce ainsi une poussée, donc une force de 0,45 newtons selon un angle de 57 degrés par rapport au sol. Fait que premièrement, il faut aller chercher donc le DCL. Donc le DCL, hein, c'est le diagramme de corps libre pour représenter donc les forces. Fait qu'on va représenter donc notre sauterelle là, donc par un point comme ça. Bien sûr, hein, donc la sauterelle n'est pas très pesante. C'est sûr qu'il y a une force G qui s'exerce donc sur elle, qu'on pourrait tout de suite aller calculer. Hein, on va en avoir besoin. Aussitôt qu'on a une force G, là, on peut toujours aller calculer. Donc, on se rappelle que force G, donc ici, FG est égal à M fois G. Fait que la masse de notre sauterelle fois l'attraction gravitationnelle qui va nous donner donc une force donc, orientée donc, vers le bas, qui sera pas grande, de 0,029 newtons. Là, c'est sûr hein, que la sauterelle, quand elle exerce une poussée, c'est pas vers le haut, parce que sinon, elle pousserait vers le haut, puis elle n'avancerait pas. Fait que c'est sûr que c'est avec donc un angle donc de 57 degrés. Moi, je vais l'appeler donc la force donc motrice. Puis la force motrice, ben, elle est de 0,45 donc newton. Bien entendu, hein, la sauterelle est sur un sol donc horizontal, fait que l'axe des X et des Y donc est normal. Fait que ça représente donc notre DCL, ces deux flèches-là, la flèche en vert et en bleu. Sauf qu'elle en bleu, ça vous tente, on n'est pas obligé, on pourrait la décomposer en X, force motrice en X, moi je la mettrais là, l'autre, force motrice en Y. Mais les forces en X et en Y, là, actuellement, on ne les met pas là, dans le DCL. Fait qu'on aurait juste besoin de la force ici, la force G, puis de la force donc motrice donc ici. Sauf que en B, on veut calculer la force résultante. Qu'est-ce que c'est ça, la force résultante? C'est la somme de toutes les forces. Ça nous donne la force résultante. C'est ça qu'on veut, c'est pas beau mon affaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, la somme de toutes les forces, qui dans le fond est la force résultante. Et ça veut dire qu'il faut toutes les décomposer en X, toutes les décomposer en Y. Pour ce qui est de la force G, qu'on avait déjà commencé, bien, la force G, bien, c'est sûr que si on y va, donc avec son orientation est vers le bas. Fait que si l'orientation est vers le bas, ici, on est à 270 degrés. On peut bien le faire, là, mais vous allez voir que c'est comme évident. Donc, si je vais donc en X, on se rappelle qu'en X, c'est toujours la norme fois cos de l'angle, puis en Y, c'est la norme fois sin de l'angle. Fait que la norme fois cos de l'angle qui va donner 0, on le sait qu'en X, la force G, elle n'exerce rien, donc à l'horizontale, seulement à la verticale, seulement vers le bas, ça c'est sûr. On peut aller vérifier. Donc, la norme fois cos de notre angle, ben oui, donc vers le bas. On n'aurait même pas été censé donc calculer ça, ni ça non plus, on le savait déjà là, que c'était vers le bas. Pour ce qui est de notre force motrice, donc notre force motrice, elle se décompose en X et en Y. Fait que force motrice en X, donc on va faire la norme fois cos de notre angle. On est chanceux, hein, notre angle est déjà par rapport donc, à l'axe des X, donc c'est 57 degrés. Puis, ben, c'est sûr qu'on va y aller avec la force motrice en Y, la norme fois sin de mon angle. Ça, c'est sûr. Fait que je vais avoir la composante en X, la composante en Y. Si je veux avoir la somme de toutes les forces, la force résultante, bon, on va aller additionner toutes les forces en X. Fait que force en X ici, force en X ici qui est 0, bon, on ne sera pas obligé de l'additionner, qui va donner 0,25. On y va donc avec l'autre, avec les forces en Y. Somme des forces en Y. Bon, je vais aller donc les additionner. Donc en Y, il y a celle-là, donc ici. Puis il y a celle-là, dans le fond, donc l'autre qui est en Y, donc ici, j'additionne, ou tu sais, je fais une soustraction, là, plus négatif, là, ça revient au même, qui va donner
0,35 newtons, donc dans le positif. Fait que ça veut dire qu'effectivement, ben, si je tasse de 0,25 puis monte de 0,35, ma petite sauterelle va aller par là. Fait que pour savoir, dans le fond, mon vecteur résultant, je vais y aller avec Pythagore. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, là, on a vraiment fait Pythagore. Fait qu'on peut écrire Pythagore, comme ça ici. Fait qu'on fait composante à x à la 2 plus composante à y, donc à la 2, la somme des deux, là, donc on fait la racine, et ça va nous donner la force résultante. Bien sûr, une force résultante, ça a un angle, et on se rappelle, hein, notre formule raccourcie de l'angle, c'est toujours la composante des y sur la composante des x tan moins 1, donc tan moins 1 de la composante des y sur composante des x, on a ici le y et x, qui va donner donc notre angle. Donc, on a notre force résultante, force, avec son orientation. On ne donne jamais une force, donc tout seul, donc sans son orientation. On a Arthur qui attache un écrou, il n'y a rien à faire, avec une masse de 25 grammes au bout d'une corde. J'imagine que quand il fait tourner, donc ça c'est le rayon de la corde, là, qui a 0,5 mètres. Puis il fait tourner donc sur un plan donc horizontal au rythme. Au rythme, c'est ça, ça va nous donner comme notre vitesse, ça va nous aider à trouver la vitesse, qui est de 1 tour donc par seconde. Quelle est la tension dans la corde? Quand que j'ai un objet qui tourne, la tension, dans le fond, c'est une force. Et c'est la force, donc centripète. Fait qu'il fallait allumer qu'il fallait utiliser la formule de la force centripète. Fait qu'on a déjà donc pas mal donc d'indices. On va calculer tout ça donc ici. On a déjà donc notre rayon, on a déjà donc notre masse, qu'on n'oubliera pas de diviser par 1000 parce qu'on utilise tout le temps les kilogrammes. Sauf que, oh, j'ai pas donc la vitesse. Fait qu'on va aller chercher donc la vitesse donc ici. Vitesse, bien là, c'est sûr que je fais toujours tourner à vitesse constante, donc autour de ma tête. Fait que j'utilise la formule du MRU, autrement dit la formule là, distance, donc sur le temps, donc que je connais. Mais là, je tourne. Fait que pour aller chercher donc la distance, il faut que je cache que faut que j'aille chercher la circonférence. Et là, il fallait le savoir. C'est 2 pierres et je divise tout le temps par mon temps. Fait que je vais aller faire ce qu'on a fait ici, là. 2 pierres, 2 fois pi fois mon rayon. Vu que c'est 1 tour par seconde, pour 1 seconde, ça c'est mon temps, ben, je divise par 1 seconde, qui me donne ma vitesse. On n'oublie pas que dans la formule, la vitesse, elle est au carré, hein, ça c'est sûr. Fait que je mets ma vitesse au carré, je divise par mon rayon, et ça me donne ma force centripète. B. Si la corde se rompt, donc elle se casse, lorsque la tension devient plus grande, lorsque la force centripète est plus grande que 1,23 newton, il fait même trop tourner vite. Quelle est la grandeur de la vitesse maximale à laquelle l'écrou peut être éjecté? Bon, fait que là, il faut que je cache que je fais encore tourner quelque chose autour de ma tête. Fait que je vais y aller avec la force centripète. Moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est la vitesse. Fait que si je vais aller chercher la vitesse, je l'isole. Le contraire de diviser par R, c'est fois R. Là, c'est comme mal écrit. Donc ici, là, je vais l'écrire un peu mieux. Fait que c'est la force centripète fois mon R. Ensuite, le contraire de fois M, je divise par n, puis là, le contraire d'exposant 2, ben, c'est la racine. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'on va faire là, finalement ici. Fait que je connais ma force centripète, je la sais, elle est de 1,23. Je connais mon rayon, donc mon rayon, ben, parce qu'ils me l'ont déjà donné, là, qui était de 0,5, qui est mon rayon de mon cercle. Donc, je la connais donc déjà. Donc, force centripète fois mon rayon. Et je divise donc par ma masse. On m'avait déjà donné ma masse que j'avais divisée donc par 1000, qui est de 0,025 kg, et ça me donne la vitesse. Alors, avec tout ça, je vais pouvoir aller chercher ma fréquence. Et là, il fallait savoir une chance qu'ils nous l'ont dit. La fréquence de rotation, c'est ici, là. Fréquence de rotation, ça, c'est comme une formule de logique, là, qui vont comme nous donner, mais tu sais, il fallait comme le savoir. On est dans les défiants. Fréquence de rotation d'un objet correspond à la distance parcourue, fait qu'autrement dit, la distance en secondes, pour ça qu'ils ont mis un petit S donc ici, divisé par la circonférence.
Mais on se rappelle, hein, la circonférence, là, c'est 2 pi r. Fait qu'il faut que je fasse ça, là. Fait que la distance parcourue divisée par la circonférence. Là, je vais aller calculer la circonférence ici. 2 pi r. Donc, 2 fois pi fois mon rayon, qui donne ça ici. J'ai ma circonférence, je pitche ça là. Puis, pour ce qui est de ma distance, oh, là, ma distance, je ne le sais pas, là. Fait que pour aller chercher ma distance, ben, je peux même servir de ma vitesse qu'on m'a donnée ici. On se rappelle que vitesse est égale à distance sur le temps. Fait que si je vais aller chercher donc ma distance, c'est ça qu'ils ont fait donc ici, c'est la vitesse fois le temps. Tiens, fait que là, ma vitesse, je l'ai. Fois le temps, bien, on sait que c'est pour une seconde, là, le tour là, autour de la tête. Là. Donc, le temps de 1 seconde. Fait que logiquement, hein, c'est sûr que c'est 5 mètres. On pitche notre distance, on divise par la circonférence, puis ça va donner une fréquence de rotation. Une fréquence de rotation, bien, c'est sûr que c'est des tours par seconde là, qu'on va faire donc, autour de notre temps. Environ 1,6. J'en continue. Donc, avec cette page-là ici. Comme ça, numéro 3 et 4, on va venir avec ça. Le rayon de la Terre, je pense qu'ils m'ont donné, est de 6,38 fois 10 exposant 6 mètres. La planète décrit une rotation complète autour de son axe en un temps T de 24 heures. Quelle heure? On veut l'avoir en kilomètres-heure au carré, puis en mètres par seconde au carré. Nous, on est un peu plus habitués avec ces unités-là. La grandeur de l'accélération centripète. C'est l'accélération centripète que je vais aller chercher. On se rappelle qu'on a une formule donc de l'accélération, donc centripète. On est allé donc calculer donc tout ça. Fait que là, nous autres, ben, c'est sûr qu'on va avoir la vitesse au carré divisée donc par le rayon. Fait que si je vais aller calculer l'accélération donc centripète ici, il me faut ma vitesse. Ma vitesse, on se rappelle que c'est la distance divisée par le temps. Mais la distance, quand que je suis en rotation, quand que je fais un rond, ben, il va falloir que j'aille chercher ma circonférence. Hein, c'est comme donc le périmètre. C'est ça que je vais faire ici. 2 pi r. Donc, je vais faire 2 fois pi fois mon rayon qui va me donner donc ma distance parcourue. Fait que je vais faire ma distance parcourue divisée par le temps, donc qui est en heures. Fait que là, ça me donne des kilomètres-heure. Bon, et moi, habituellement, là, je travaille en mètres par seconde. Fait qu'on se rappelle que pour passer d'un à l'autre, on fait fois 1000. Ça, il faut comme le savoir, les prendre de formule, divisé par 3600. Fait que là, je l'ai une fois en kilomètre-heure, une fois en mètres par seconde. Fait que je vais faire la formule 2 fois. Une fois avec les kilomètres-heure, une fois avec les mètres par seconde. Fait que ça va me donner les 2 unités qui me demandent. Moi, c'est elle là, que je préférerais, là, ça c'est sûr. Fait que j'irai avec ma vitesse. Donc, divisé, ben, c'est sûr, par mon rayon. Fait que là, mon rayon, ben, j'irai le mettre en mètres, hein, ça c'est sûr. Puis ici, ben, j'irai le mettre en kilomètres. Il faut utiliser des kilomètres, puis ici des mètres, puis des mètres. Et on ne se rappelle pas, et on se rappelle plus que la vitesse, elle est au carré. Fait que vitesse au carré, vitesse au carré. Fait que je prends une fois cette vitesse-là, une fois cette vitesse-là, toutes les deux au carré. Puis je divise par le rayon. Donc, attention, une fois j'utilise le rayon en kilomètres et l'autre fois en mètres pour que ça puisse, là, dans le fond, bien se diviser. Et là, je vais avoir mon accélération. J'aurais aimé mieux, donc celle-là, parce que des kilomètres par heure au carré, c'est là en dessous. Numéro 4. La Terre met un temps de 365,25 jours à décrire une révolution complète autour du Soleil. Si l'orbite de la Terre était circulaire plutôt que légèrement elliptique, on peut croire là, que dans le fond c'est rond, son rayon serait de 1,49 fois 10 exposant 11. Dans ces conditions, quelle serait la grandeur de l'accélération donc centripète associée à ce mouvement suivi par une personne située sur la Terre? Fait que moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est l'accélération centripète que je vais aller donc calculer ici. Fait qu'on va aller faire la vitesse. On se rappelle que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et quand on tourne, là, si on n'avait pas allumé ça, c'est sûr que tous les problèmes, là, ça ne marchait pas. Donc, la distance, c'est 2 pi r pour avoir donc le périmètre, le tour donc complet, la distance. Fait que je vais aller faire ici ma circonférence, 2 pi r, 2 fois pi fois mon rayon qu'on m'a donné donc ici. J'ai ma circonférence que je peux aller mettre ici, qui est finalement donc ma distance, hein, ça c'est sûr.
et je divise par mon temps. Fait que mon temps, c'est 365,25 jours. Nous autres, des jours, on n'aime pas ça. Fait que c'est sûr que des jours des secondes dans une journée, ben il y a 24 heures, donc des heures, j'en ai combien? J'en ai 60, puis dans une heure, dans une minute, j'ai 60, donc secondes. Fait qu'en fond, autrement dit, ça donne, ça on peut le retenir dans la mémoire, là. Donc dans une journée, il y a 86 400 secondes. Je vous l'aurais donné, là, probablement, là. Ça c'est un défi, ça c'est sûr. Fait que c'est sûr que si on divise donc par notre nombre de secondes, ben là, au lieu d'avoir des mètres par jour, ce qui est vraiment laid, on a des mètres par seconde. Et voilà, donc ça finit dans le fond, donc nos défis de notre chapitre, c'est ce